This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Elon is an inventor and a maverick entrepreneur, one of America's youngest billionaires. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept, ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice du sujet du jour 1 du bac Amérique du Sud 2022, portant sur le mouvement rectiligne. Les chapitres du programme concernés sont les forces de première, la cinématique du point et la seconde loi de Newton. Cette vidéo fait suite à l'exercice type que je vous ai créé sur la chaîne, dont je vous affiche le lien où nous avions étudié ensemble le record du monde sur l'épreuve du 0 à 100 km/h de la Green Team. Si vous ne l'avez pas vu ou si ce sujet est un peu trop rapide pour vous, n'hésitez pas à vous y intéresser. Avant de passer à la lecture du sujet, laissez-moi vous présenter les notions que nous allons aborder ensemble. Nous allons revoir l'ensemble de toute la méthode de représentation des vecteurs de classe de première et nous tracerons ensemble deux vecteurs vitesse. Nous effectuerons un bilan des forces complet avec tout ce que vous devez savoir sur ce point. Ensuite, on appliquera la seconde loi de Newton pour faire le lien entre le mouvement de la fusée et la résultante des forces, notée sigma des forces extérieures. Nous effectuerons la primitive du vecteur vitesse pour obtenir les équations horaires. Et enfin, nous appliquerons le modèle pour en tirer des conclusions sur les conditions demandées par l'énoncé. Pour ceux qui sont déjà abonnés et like, je vous remercie encore et toujours, la chaîne continue de progresser et c'est grâce à vous. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît, vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement YouTube pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. On attaque par la lecture de l'énoncé, ici c'est un exercice sur 5 points, je vous conseille donc d'essayer de le traiter en 45 minutes, comme ça vous laisse du temps à la fin pour pouvoir relire votre copie. Comme toujours dans les exercices de mécanique, vous avez une première partie qui vous situe scientifiquement l'expérience dont on va parler, donc on évite de perdre trop de temps sur la première partie. Ici on est à la maison, on va le lire ensemble, mais vous devant votre copie, pensez à pas perdre trop de temps sur les considérations scientifiques. Une technologie spatiale développée par une société commerciale permet de récupérer le premier étage d'une fusée après son décollage. Le schéma ci-contre montre qu'après la séparation entre le premier et le second étage, le premier revient sur Terre pour atterrir délicatement sur une plateforme. Cet atterrissage doit s'effectuer en douceur, c'est-à-dire avec une valeur de la composante verticale de la vitesse inférieure à 6 mètres par seconde. Ici, on vous donne une information sur l'atterrissage en douceur de la fusée. Étant donné que c'est une information chiffrée, ça peut être intéressant de la surligner. Cet exercice se propose d'étudier le retour sur Terre du premier étage de la fusée. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Le premier étage de la fusée chute dans l'atmosphère terrestre depuis une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour ralentir sa chute, il utilise son moteur. On étudie le mouvement de cet étage à proximité du sol après le déploiement du train d'atterrissage. Lors de cette dernière phase, sa masse est considérée comme constante. L'énoncé nous donne là une hypothèse dont vous avez du mal à saisir l'importance. En fait, votre seconde loi de Newton, vous ne pouvez pas l'appliquer à un système dont la masse n'est pas constante. Donc en fait ici, l'énoncé vous sous-entend qu'on réalise une des hypothèses nécessaires à l'application de la seconde loi de Newton. On reprend la lecture de l'énoncé. Disposant d'une vidéo de l'atterrissage du premier étage de la fusée, un pointage de position du point M a été réalisé et a permis d'obtenir les graphiques 1 et 2 ci-après. Donc moi je vous ai récupéré la vraie vidéo de SpaceX montrant l'atterrissage des deux fusées. Alors c'est pas celle qui a atterri sur la plateforme, mais j'ai trouvé que celle de l'atterrissage simultané des deux fusées, c'était quand même touchy. On a représenté ci-contre deux positions successives du point M aux dates T1 égale 0,50 secondes et T2 égale 2,50 secondes lors de la phase de l'atterrissage du premier étage. Cette information nous permet de légender le schéma, donc attention, la fusée est en train d'atterrir, donc le point 1 il est en haut et le point 2 il est en bas. Celui-ci se trouve alors respectivement aux altitudes Y1 et Y2. Le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Bien ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les exercices de mécanique. Et on nous dit que lors de la dernière phase de l'atterrissage, le mouvement du système est vertical et s'effectue selon l'axe OY orienté suivant la verticale ascendante. Dernière chose ici, on vous donne que le mouvement est vertical. Donc sous-entendu, le mouvement en fait il est rectiligne ici. Et on vous donne en plus l'axe, on est sur l'axe OY. Alors bien sûr, le jour de l'épreuve, vous n'avez pas la vidéo pour vous aider, mais ici justement l'énoncé vous donne les différents éléments qu'on a pu remarquer dans la vidéo d'introduction. Enfin, l'énoncé nous précise la valeur de l'accélération de pesanteur G qui est égale à 9,8 mètres seconde moins 2. Sur la page suivante de l'énoncé, on trouve le graphique 1 qui nous donne l'évolution de la coordonnée verticale PY du vecteur vitesse du point M en fonction du temps. Sur les axes
on peut repérer que Vy est bien en mètres par seconde, que le temps est bien en secondes. Et enfin, on remarque que la modélisation nous donne l'expression de Vy de t qui est égale à 2,80t moins 13,6. Donc là, il n'y a pas de piège de la part de l'énoncé au niveau des unités. Enfin, on trouve dans le sujet le graphique de E qui nous donne cette fois l'évolution de l'altitude Y du point M en fonction du temps. Même chose ici, on prête attention aux unités, on a Y qui est exprimé en mètres et t en secondes. Même chose, on n'a pas de piège non plus pour ce graphique-là. Par contre, on remarque cette fois que la modélisation ne nous est pas donnée. Et voilà qui clôture la lecture de l'énoncé. C'est parti pour la question 1. L'énoncé nous demande de représenter sur un schéma le vecteur vitesse du point M aux instants T1 et T2 en utilisant l'échelle de représentation suivante. 1 cm sur votre feuille correspond à 6,0 mètres par seconde. On va commencer la résolution par un bref rappel sur la représentation des vecteurs. Alors, vous savez que pour définir un vecteur, il vous faut donner la direction du vecteur. Elle peut être verticale, horizontale ou orientée selon une droite. Ensuite, il faut préciser son sens. Pour une direction verticale, on pourra dire vers le haut, vers le bas. Pour horizontale, vers la droite, vers la gauche. Et si on parle d'une droite, admettons la droite AB, on pourra dire de A vers B ou de B vers A. Et enfin, si vous avez aucune autre information que le sens du mouvement, on peut tout simplement préciser dans le sens du mouvement ou dans le sens opposé au mouvement. En troisième point, il vous faudra donner la valeur, la norme ou l'intensité, les trois termes étant équivalents, de votre vecteur. Donc ici, on va parler d'un vecteur vitesse, donc on donnera la vitesse en mètres par seconde, mais attention, ici, on parle de la norme. On verra la formule tout à l'heure. Et enfin, en quatrième point, le point d'application. Donc normalement, on vous l'a donné en première. Après, en terminale, cette notion disparaît un peu, puisqu'on modélise tous les systèmes par des points. Donc la question ne se pose pas vraiment, même si officiellement, normalement, il faudrait le préciser sur votre copie. Voilà pour le rappel, on peut passer à la représentation de V de T1. Je vais vous donner la rédaction complète pour que vous puissiez comprendre chacune des étapes. Si vous avez des versions alternatives plus rapides, vous pouvez les utiliser ici pour cette question, ça pose aucun souci. On attaque par la direction. Le mouvement du système est vertical, donc V de T1 est vertical. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure pendant la lecture de l'énoncé. Deuxième point à propos du sens, la fusée est en train d'atterrir, donc V de T1 est orienté vers le bas, puisque votre fusée est en train de descendre. Ensuite, pour la valeur de la vitesse, je vous rappelle la norme du vecteur vitesse qui est la somme des coordonnées au carré, tout ça racine carrée. On va donc appliquer cette formule pour le calcul de la valeur de V de T1. On a V de T1 qui est égal à la racine carrée de Vx de T1 au carré plus Vy de T1 au carré plus Vz de T1 au carré. Mais l'énoncé nous a dit qu'on était sur un mouvement rectiligne, donc Vx de T1 et Vz de T1 sont égales à 0, il vous reste plus que Vy de T1 au carré. Et quand vous avez quelque chose au carré sous une racine, vous savez, ou en tout cas vous devez savoir que c'est égal à la valeur absolue de cette valeur. Il nous reste plus qu'à effectuer le calcul, on remplace dans la modélisation qui nous avait été fournie dans le graphique 1 avec le T1 qui était de 0,50 secondes. Vous obtenez comme valeur moins 12,2 pour la valeur de Vy de T1, mais souvenez-vous, on en prend la valeur absolue, donc ça nous donne comme résultat final 12,2 mètres par seconde. Pour le point d'application, même chose, on en a parlé à la lecture de l'énoncé, mais bon, je le rappelle ici, on est sur le point M1, qui est donc le point du haut sur la représentation qu'on vous a fournie dans l'énoncé. Comme je l'ai expliqué, on est en train d'atterrir, donc M1 est en haut et M2 est en bas. Et enfin, pour passer à la représentation, il nous manque la longueur du vecteur qu'on va devoir représenter sur notre copie. Ici, on effectue un produit en croix, on vous a donné que 1 cm sur votre copie, ça correspondait à 6,0 mètres par seconde. On veut représenter un vecteur de valeur 12,2 mètres par seconde. Bien, en effectuant le produit en croix, on trouve qu'on doit représenter le vecteur V de T1 avec une longueur de 2,0 cm. On peut passer à la représentation. Je vous ai récupéré le schéma qu'on vous a fourni dans l'énoncé. Comme je vous l'ai expliqué, la vitesse V de T1 est au point M1. Le vecteur est bien vertical, orienté vers le bas et sa longueur fait 2,0 cm. Et voilà pour la première partie de cette question. On va passer maintenant à la représentation de V de T2. Je vais vous faire un copier-coller de la rédaction précédente et je vous indique en rouge les points qui changent. Sur votre copie, vous pouvez mettre de façon similaire ou quelque chose comme ça. On va reprendre ensemble de manière rapide la première explication. Le mouvement du système est vertical, donc le vecteur V de T2 est vertical. La fusée est en train d'atterrir, donc le vecteur V de T2 est orienté vers le bas. Ensuite, pour la valeur de V de T2, même chose, on obtient que c'est valeur absolue de Vy de T2. On remplace dans l'expression qui vous a été donnée, on trouve moins 6,6 en valeur absolue. Et la valeur absolue de moins 6,6, c'est 6,6. Le point d'application, du coup ici c'est M2, c'est le point du bas. Et enfin, pour la représentation, on effectue la même chose avec notre produit en croix, mais cette fois on trouve que le vecteur doit être représenté avec une longueur de 1,1 cm. On revient sur notre schéma, on trace le vecteur V de T2 vertical vers le bas avec une longueur de 1,1 cm. Et voilà pour la question 1.
C'est parti pour la question 2. L'énoncé nous demande de déterminer la valeur de l'accélération et de commenter le signe de la projection de l'accélération suivant OY. Et on devra qualifier le mouvement. Toujours pareil, je vais vous faire le rappel sur le vecteur accélération parce que quand on commence à vous embêter sur ça, en général, vous êtes pas bien. D'après la définition du cours dans le chapitre de cinématique, l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et on vous a donné les coordonnées du vecteur accélération en vous précisant que AX, c'était la dérivée de VX par rapport au temps et ainsi de suite pour Y et Z. J'en profite aussi puisqu'on vous parle de valeur de l'accélération pour vous donner la norme du vecteur accélération et on retrouve une formule similaire à celle de la vitesse précédemment, c'est que la valeur du vecteur accélération ce sera AX de t au carré plus AY de t au carré plus AZ de t au carré, tout ça sous une racine carrée. Bien maintenant que ces rappels sont en place, on va pouvoir partir sur la première partie de la question, c'est-à-dire déterminer la valeur de l'accélération. Je voudrais distinguer deux versions différentes que j'ai vues qui plaisent plus ou moins aux élèves en fonction des types de profils d'élèves que j'ai pu croiser en cours particulier. Et on va commencer par une version que je vais appeler une version un peu plus mathématique que la seconde. Alors, on commence par appliquer la formule pour trouver la norme du vecteur accélération. On commence par remplacer AX de t, AY de t et AZ de t par leurs expressions en fonction de VX, VY et VZ. Même chose que dans la première partie, le mouvement est toujours rectiligne, donc les coordonnées VX de t et VZ de t, ça vaut 0, donc leur dérivée aussi. Vous obtenez que la norme de l'accélération, c'est égal à la valeur absolue de la dérivée de VY par rapport au temps. Vy de t avait été fourni par l'énoncé, c'était 2,80t moins 13,6, et quand vous faites la dérivée de cette fonction qui se trouve être en fait une fonction affine avec la variable t, vous obtenez plus que 2,80 mètres seconde moins 2 à la fin. Voilà pour la première version. Ensuite, je vous propose une version 2 qui est une approche plus pratique que la première version, mais elle vous demande de rédiger un minimum. On va rappeler que le mouvement est rectiligne selon l'axe OY, donc vous obtenez que a de t c'est égal uniquement à la racine de AY de t au carré. Même chose, c'est donc égal à la valeur absolue de d de Vy sur dt. Toujours pareil, la dérivée d'une fonction affine, bien c'est le coefficient qui est devant la variable. Ici, c'est 2,80 qui est devant le t, donc quand on dérive, on n'obtient plus que a de t qui est égal à 2,80 mètres seconde moins 2. Bien entendu, on retrouve le même résultat. On peut maintenant passer au deuxième point de notre question. On nous demande de commenter le signe de la projection de l'accélération suivant OY. Toujours pareil, on va faire deux versions, la version un petit peu plus mathématique et une version un peu plus pratique. Par définition, on a les coordonnées du vecteur accélération que je vous ai détaillé dans le rappel de cours, donc d de Vx sur dt, ainsi de suite pour y et z. D'où quand on remplace ici avec les valeurs de notre modèle, on obtient que le vecteur accélération a pour expression 0, 2,80 et 0. Bien la projection du vecteur accélération en fonction du temps sur l'axe OY et AY égale 2,80 mètres seconde moins 2. Et AY est strictement supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on obtient là? On a une fusée qui descend et un vecteur accélération qui est orienté vers le haut. Bien donc l'accélération est donc opposée au mouvement de la fusée. Je vous propose maintenant la version 2 avec une approche un petit peu plus pratique. Le mouvement de la fusée étant vertical, son mouvement est donc rectiligne. On a AY qui est égal à d de Vy sur dt, qui est égal à 2,80 mètres seconde moins 2, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Même chose, on constate que AY est supérieur à 0. On remarque donc la même chose, notre fusée descend et on a une accélération qui est orientée vers le haut, bien on peut conclure que l'accélération est donc opposée au mouvement de la fusée, comme pour la version 1. Enfin, pour la dernière partie de cette question, on vous demande de qualifier le mouvement. Le mouvement de la fusée étant vertical, son mouvement est donc rectiligne, donc ça c'était l'énoncé qui vous l'avait donné, et je vous rappelle la notation qu'on utilisait les années précédentes avec MR pour mouvement rectiligne. On sait que l'accélération est constante et opposée au mouvement. Le fait que l'accélération soit constante nous donne un mouvement rectiligne uniformément accéléré, et le fait que cette accélération soit opposée au mouvement, ça nous donne un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Voilà qui conclut la question 2. Nous voilà maintenant à la question 3 et l'énoncé nous demande de représenter sur un schéma les forces qui modélisent les principales actions qui s'exercent sur le premier étage de la fusée étudiée de manière à rendre compte du signe de la projection de l'accélération suivant OY. Et on devra justifier notre réponse. Pour répondre à cette question en justifiant, je vais vous couper ça en deux parties. On va d'abord dresser ensemble le bilan des forces. On est sur Terre, donc bien sûr on n'oublie pas le poids qui est vertical vers le bas, dont la valeur est P égale mg et qui s'exerce au centre de gravité de la fusée
fusée, donc attention, le point M qu'on vous a donné c'était le bas de la fusée, là je parle bien du centre de gravité qui doit se trouver aux 2/3 de la fusée en partant du haut, mais on verra ça tout à l'heure. Ensuite, qui dit fusée, on peut pas passer à côté de la poussée des moteurs. Donc on va noter F indice M pour force des moteurs. Cette fois le vecteur sera vertical vers le haut. On ne connaît pas la valeur de la force, mais donc on va la noter Fm. Et même chose, on va modéliser cette force au centre de gravité de notre fusée, noté G. Enfin, compte tenu de la taille de notre système et de sa vitesse, on ne peut pas négliger les frottements dus à l'air, ou tout du moins pour le bilan des forces. Et ce vecteur aura pour caractéristique qu'il est vertical vers le haut, puisque les frottements sont toujours opposés au mouvement. Pour sa valeur, on la notera petit f, et même chose, cette force sera appliquée au centre de gravité de notre fusée, noté G. Comme je vous l'ai dit, je coupais en deux la résolution de cette question. Je veux détailler de manière claire et nette comment on peut rendre compte du signe de la projection de A de t. Alors, dans la question 2, on avait déjà dit que l'accélération, elle était vers le haut. Et vous savez plus ou moins que l'accélération, elle a la même direction que la résultante des forces. La première application que vous aviez fait de cette notion, c'était en première. On se contentait de dire que les vecteurs accélération et la résultante des forces étaient collinéaires, c'est-à-dire qu'ils avaient la même direction et le même sens. Mais ça, c'était en première, vous aviez pas encore fait de manière officielle la seconde loi de Newton. Si vous vous contentez de cette explication, on va dire assez succincte, qui est que la fusée, étant donné qu'elle est en train de ralentir, alors les forces vers le haut sont plus fortes que les forces vers le bas, bon, je pense qu'au niveau de la notation, vous auriez une partie des points, mais c'est pas correct par rapport au fait que maintenant vous ayez vu la seconde loi de Newton. Alors je suis d'accord avec vous que la question elle est pas très claire et on peut penser qu'on n'a pas besoin de vraiment rédiger, surtout qu'on l'a fait en première de manière plus simple, mais étant donné que la seconde loi de Newton a écrasé un petit peu tout ce que vous aviez fait sur les forces, ou en tout cas les constructions de vecteurs en première, il est important ici de prendre du temps pour bien expliquer la démarche. Surtout que l'énoncé vous dit de justifier, il vous le dit clairement de justifier. Alors on va reprendre ensemble les points de raisonnement qui vous permettent d'arriver à cette conclusion. Vous avez vu dans les vidéos précédentes que pour pouvoir appliquer la seconde loi de Newton, il faut qu'on définisse le système et le référentiel, et on doit dire qu'il est supposé galiléen. Ici l'énoncé nous l'a dit, mais comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, par souci de correction, il faut que cette hypothèse apparaisse sur votre copie. Si on pousse vraiment, on peut même ajouter le fait que la masse est constante. Alors, on démarre la rédaction ensemble, on étudie le mouvement de la fusée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. D'après la seconde loi de Newton, on a que somme des forces extérieures c'est égal à ma, et ici je vous rappelle la preuve pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, il fallait pouvoir écrire que U était égal à K fois V. Ben c'est exactement ce que vous avez ici dans la loi de Newton. Ainsi, somme des forces extérieures et A ont la même direction et le même sens, puisque donc sous-entendu ils sont collinéaires. Or, on a montré que le vecteur accélération est orienté vers le haut, donc le vecteur résultante des forces extérieures aussi. Bien maintenant, on n'a plus qu'à parler de l'orientation des vecteurs qu'on avait donné dans la première partie. De plus, la résultante des forces est égale au poids plus la force des moteurs plus les frottements, et compte tenu de l'orientation de ces forces, on en déduit que la somme des longueurs des représentations de Fm et F, c'est-à-dire les vecteurs qui iront vers le haut, est plus longue que celle de P, qui ici est la seule force qui est orientée vers le bas. On va passer à la représentation. Je place le point G, comme je vous ai expliqué, à peu près aux 2/3 de la fusée. Le poids, il est vertical vers le bas. Fm est vertical, mais cette fois vers le haut. Et enfin, la force de frottement est verticale vers le haut. Bien sûr, le schéma, on a bien fait apparaître le fait que les vecteurs vers le haut sont plus longs et donc ont une plus grande intensité que le poids. On a bien pris en compte le fait que l'accélération est vers le haut pour représenter les principales actions qui s'exercent sur notre fusée. Voilà qui clôture la question 3. Nous voilà maintenant à la question 4 et l'énoncé nous demande d'exploiter les graphiques 1 et 2 pour montrer que l'équation horaire y égale f de t du mouvement du point M peut s'écrire y égale 1,40 t carré moins 13,6 t plus 33 avec y en mètres et t en secondes. L'énoncé nous demande de nous servir des informations dans le graphique 1. Et souvenez-vous, quand on a fait la lecture de l'énoncé, on avait identifié que le modèle nous donnait Vy de t qui était égal à 2,80 t moins 13,6. On nous demande de remonter à l'équation horaire. Et donc là, il faut vous souvenir qu'en fait, il va falloir primitiver Vy de t pour pouvoir réobtenir y de t. Bien, on sait que d'après le cours de cinématique, par définition, le vecteur vitesse, c'est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Et donc, si on s'intéresse à la deuxième coordonnée de ce vecteur, on a que Vy de t est égal à d de y de t sur dt. Je vous invite éventuellement à regarder les questions précédentes, j'ai fait le détail pour l'accélération. Pour remonter à l'équation de y de t, on va devoir primitiver l'expression de Vy de t, et on obtient y de t qui est égal à 2,80 fois t carré sur 2, moins 13,6 t plus constante. Pour rappel ici, en passant, vous aviez Vy de t qui était une fonction affine, et vous savez que la primitive d'une fonction affine, ça va vous donner un polynôme du second degré. Au niveau des primitives, la primitive
primitif de t, c'est t carré sur 2, donc je remplace le t par t carré sur 2 que je vous ai indiqué en bleu. Et derrière, on avait le moins 13,6 qui était donc une constante, et quand on le primitive, ça nous fait moins 13,6 fois t. Comme toujours, quand on primitive une expression, on n'oublie pas de rajouter une constante à la fin, qui est éventuellement nulle, mais on ne le saura qu'après avoir étudié les conditions initiales. Passons maintenant à la suite de la rédaction. Je vous ai remis en vert l'expression qu'on avait sur la page précédente, et on va maintenant réduire un petit peu cette expression en divisant le 2,80 qu'on avait devant par le 2 qui était au dénominateur du t carré. Et on obtient que y de t est égal à 1,40 t carré moins 13,6 t plus constante. Comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes de mécanique, cette expression-là, je vous la note expression mathématique de y de t, puisque là, on s'est uniquement servi du fait que vy de t c'était la dérivée de y de t par rapport au temps, mais on n'a pas tenu compte des conditions expérimentales initiales de notre expérience. On va maintenant trouver la constante en se servant justement de ces conditions initiales. De plus, d'après le graphique 2, on lit y0 égale. Je vous remets le graphique. Là, pour les plus pressés d'entre vous, on peut à peu près voir que y0 c'est égal à 33, mais expérimentalement, c'est pas vraiment la bonne méthode. Ce qu'il faut faire ici, c'est mesurer l'échelle avec la longueur L1, que là vous prenez à la règle, qui va correspondre à 40 mètres sur le graphique. Et ensuite, on va mesurer la longueur L2 qui correspond, nous, à y0. Les longueurs qu'on obtient en mesurant à la règle ont deux chiffres significatifs, et en appliquant le produit en croix, on obtient que y0 est égal à L2 fois 40 divisé par L1. Effectivement, ici on retombe sur le 33 qu'on aurait pu prévoir par lecture graphique, cependant quand les échelles sont moins évidentes, je vous conseille clairement d'utiliser cette méthode. Bien, on peut reprendre la rédaction, on a donc y0 qui est égal à 33 mètres, et si je prends t égale à 0 dans mon expression mathématique, j'obtiens que y0 est égal à constante, puisque le t carré est nul et le t aussi, il ne me reste plus que la constante à la fin. Bien, puisque y0 et y20 c'est la même chose, puisqu'on parle d'un côté de la version mathématique, de l'autre côté de la version expérimentale, mais on parle de la même chose, vous obtenez que constante est égale à 33 mètres. Bien, on peut conclure sur l'expression de y de t en reprenant la notation y égale 1,40 t carré moins 13,6 t plus 33. Voilà qui conclut notre question 4. C'est parti pour la question 5, et l'énoncé nous demande de déterminer la valeur de la vitesse du système lorsqu'il touche le sol, en admettant que l'accélération ne varie pas sur les derniers mètres. Pour cette question, j'attire particulièrement votre attention sur le fait qu'on vous parle du moment où la fusée touche le sol. Quand vous lisez cela, il faut absolument penser au fait qu'on veut résoudre l'équation y de t égale à 0. Cela va nous permettre de trouver la valeur de t pour laquelle on touche le sol, et à partir de là, on pourra déterminer la vitesse que notre système a lorsqu'on arrive au sol. C'est parti pour la rédaction. On sait que y de t est égal à 1,40 t carré moins 13,6 t plus 33, et lorsque la fusée touche le sol, y de t est égal à 0 mètres. Résolvons l'équation 1,40 t carré moins 13,6 t plus 33 égale à 0. Ici, vous devez reconnaître une équation du second degré avec la variable t, et vous l'avez appris en maths l'an dernier. On résout ce type d'équation en se servant de delta, et on déroule la méthode habituelle. Bien, c'est parti, on démarre avec le calcul de delta. Au passage, je vous rappelle que c'est b carré moins 4ac. On remplace avec les termes qu'on identifie dans l'expression, et vous trouvez que delta est égal à 0,16, qui est strictement supérieur à 0, donc ça nous indique qu'on a deux solutions pour notre équation. La variable de mon équation étant t, mais t1 et t2 étant donnés dans l'énoncé, je vais noter les solutions t' et t seconde. Pour t', pareil, en passant, je vous rappelle que c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et en passant à l'application sur la calculatrice, vous trouvez qu'on est à peu près égal à 4,7 secondes. On enchaîne avec le calcul de t seconde, cette fois c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et en remplaçant par les valeurs, on obtient 5,0 secondes. Alors attention, par rapport aux exercices de projectiles classiques, ici il n'y a pas de t négatif, donc on ne peut pas éliminer de valeur de t pour le moment, et donc on va d'abord calculer les valeurs de vy de t' et vy de t seconde pour éventuellement pouvoir faire notre choix. On enchaîne avec les calculs des vitesses, ce qui donne pour vy de t', on reprend l'expression, on prend bien la valeur exacte du 4,7 secondes sur votre calculatrice que je vous signale en pointillé, et avec la formule qu'on nous avait donnée comme modèle, on obtient moins 0,44 mètres par seconde. Même chose pour vy de t seconde, je récupère l'expression du modèle, je remplace le t par 5,0, cette fois la valeur tombée pile, et on obtient 0,40 mètres par seconde. C'est à ce stade qu'on va pouvoir choisir la vraie valeur de t, puisque vous remarquez que pour la deuxième vitesse obtenue, elle est supérieure à 0. Ça voudrait dire par rapport au fait que la fusée est en train d'atterrir, qu'à ce moment-là, elle est en train de remonter. Bien ça, c'est tout simplement impossible. La fusée, elle aura une vitesse négative sur l'axe y, jusqu'à son atterrissage où la vitesse vaudra 0. On a donc vy de t seconde qui est supérieur à 0, donc on retient comme vitesse d'atterrissage vy de ta qui est égal à moins 0,44 mètres
mètres par seconde. Je vous ai noté TA pour le temps d'atterrissage. Il ne nous reste plus qu'à calculer la valeur de V de TA, qui est donc en fait la valeur absolue de VY de TA, on en a déjà parlé précédemment, et donc on obtient qu'on est à peu près égal à 0,44 mètres par seconde. Donc attention, ici c'est bien la valeur de la vitesse et non pas la projection sur Y. Et voilà qui conclut notre question 5. Dernière question de cet exercice, l'énoncé nous demande de préciser si l'atterrissage s'effectue en douceur. Bien, pour nous aussi, ça va se finir en douceur, puisqu'ici, il va falloir analyser la valeur qu'on vient de trouver à la question 5 pour savoir si l'atterrissage se fait en douceur. À l'atterrissage, on a trouvé que V de TA était environ égal à 0,44 mètres par seconde, et souvenez-vous à la lecture de l'énoncé, je vous l'avais dit, dans le premier paragraphe, on avait comme condition que l'atterrissage s'effectue en douceur si la vitesse était inférieure à 6 mètres par seconde. Bien, c'est bien le cas ici, on a donc V de TA qui est inférieur à 6 mètres par seconde, bien on peut conclure cette question en disant que l'atterrissage s'effectue bien en douceur, ce qui conclut ce nouvel exercice réalisé ensemble. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous, et je vous dis à bientôt.